Suite à l'invasion du Koweït le 2 août 90, la France se trouve engagée au Moyen-Orient. Le 9 août, les Émirats arabes unis demandent une aide à la France. Le 26 août, se déclenche alors l'opération Busiris avec, pour l'armée de l'air, l'envoi d'un dispositif de défense solaire aux Émirats arabes unis. Sur la base aérienne de Minad est déployé un escadron de Crotale, 55 personnes, 2 unités d'acquisition et 4 unités de tir chargées de la protection de cette base et des installations portuaires de Djoubelaï. Et puis il y a aussi une vingtaine de mécaniciens Mirage 2000 pour l'assistance technique et l'aide à la remise en œuvre de Mirage 2000 Emirati sur la base d'Al-Dafra. Le 14 septembre, les soldats irakiens s'emparent de plusieurs ambassades au Koweït, dont celle de la France. Le président de la République décide alors l'envoi de 30 avions de combat en Arabie Saoudite. C'est l'opération Daguet. Le 3 octobre, à 7h58, 4 Mirage 2000 RDI de la base d'Orange et 4 F1CR de la base de Strasbourg décollent d'Istres. Ils sont accompagnés de 2 ravitailleurs C-135 FR, direction l'aéroport civil d'Al-Assa en Arabie Saoudite. Environ 5000 km séparent Istres d'Al-Assa. Pour effectuer sans escale le trajet, les Mirage 2000 et F1CR sont obligés de se ravitailler en kérosène. C'est depuis l'arrière du C-135 FR, véritable station-service volante, que l'opérateur de ravitaillement au vol distribue le carburant nécessaire. Soit 3 tonnes en moins de 5 minutes. Durée du trajet, 6h30. « 16h28 heure locale, les appareils français se posent sur le sol saoudien. Les autorités saoudiennes et la presse accueillent ces premiers aviateurs français venus renforcer la maîtrise du ciel saoudien et faire respecter l'embargo aérien à l'encontre de l'Irak décrété par les Nations Unies. L'échelon précurseur est à peine arrivé que déjà commence l'interminable balai des C-160 et des C-130 du Kotam, le transport aérien militaire. Ils sont venus décharger les tonnes de matériel nécessaire au fonctionnement de cette toute nouvelle base. Pendant une semaine, chacun va donner le meilleur de lui-même pour que ce site d'Al-Assa devienne une plateforme opérationnelle capable de recevoir d'autres personnels et d'autres matériels. Pendant la journée, la température monte jusqu'à 52 degrés sous abri. Autant d'heures durant lesquelles l'activité se poursuit.
Seul, le soir offre la possibilité de se détendre quelque peu et de profiter d'un peu de temps libre. Sur l'aéroport international du roi Khaled à Riyad, les gros porteurs qui effectuent un pont aérien entre la métropole et l'Arabie Saoudite déchargent les renforts en personnel et le fret nécessaire à l'armée française. Pour gérer ce flux continu, un groupement de transport a été mis en place. Cette unité devient une véritable plaque de distribution de l'opération Daguet. En quelques jours, l'aéroport civil d'Al-Assa est devenu une base aérienne. La vie s'organise, chacun perçoit des effets mieux adaptés à la situation. Ici, la hantise, c'est l'arme chimique. Des rappels sur les consignes de sécurité sont dispensés quotidiennement. On arme, on tire. Les commandos de l'air, chargés de la protection des installations, poursuivent sur place leur formation sur les matériels. Seul espace climatisé, le Mess. Il n'est pas seulement un lieu de restauration apprécié, mais c'est aussi un lieu de rencontre et de détente. Autre lieu très fréquenté, la seule cabine téléphonique de la zone. Le 8 octobre, un deuxième groupe d'appareils de combat, 4 Mirage 2000 et 4 F-1CR, se pose sur le sol saoudien. Et cela au beau milieu d'une tempête de sable. Tout le personnel est présent pour souhaiter la bienvenue à leurs camarades arrivant de France et s'enquérir de nouvelles fraîches. Le soleil se couche sur les mirages français, mais quelle que soit l'heure, la vigilance est de rigueur. La plupart de nos pilotes ont déjà effectué de nombreuses missions sur le territoire africain, mais chaque mission est particulière, et le désert saoudien n'est pas celui du Tchad. Pour s'habituer au relief de ce nouveau pays et s'intégrer aux dispositifs alliés déjà en place, nos pilotes vont effectuer plusieurs missions de préparation dans le sud du territoire saoudien.
maintenir le matériel en état. Problème majeur pour les mécaniciens qui doivent en permanence faire preuve d'ingéniosité pour protéger les matériels sensibles contre la chaleur, mais surtout contre le sable. Très fin, il pénètre partout. Se protéger, s'entraîner, maintenir le matériel en état, aménager la zone opérationnelle sont les activités majeures de nos aviateurs. L'agrandissement de la plateforme se traduit par d'importants travaux, tels que des parkings, des chemins de roulement effectués par les bulldozers, rouleaux compresseurs et autres engins du génie. Le 15 octobre, les 4 premiers Jaguars de la base de Toul-Rosières se posent à Alassa. Le 17 octobre, le Qatar demande l'aide de la France. L'opération Méteil est déclenchée. 8 Mirage F-1C de Cambrai rejoignent la base de Doha. Une soixantaine de personnes, dont 12 pilotes, coopèrent avec les forces aériennes qataries à la défense de l'espace aérien national. Mais aussi, elles protègent la zone d'intérêt économique telle que les plateformes offshore situées au large du Qatar. Deux patrouilles mixtes franco-qataries sont en alerte 24 heures sur 24. Autre lieu d'implantation de l'armée de l'air, Dhahran et Rafah. À Dhahran, un centre herzien pour les communications avec les forces alliées. Ouais, ok, vas-y. À Dhahran également, une cinquantaine de mécaniciens de l'armée de l'air sont chargés de la mise en œuvre des F-1 Koweïti sauvés lors de l'invasion du 2 août. Après un séjour à Afar al-Batin, le détachement SDCT, système de détection et de contrôle tactique, se retrouve à Rafah, à quelques kilomètres de la frontière irakienne. Il est chargé de la couverture aérienne de la division Daguet.
Le 29 novembre, la résolution 678 du Conseil de sécurité des Nations Unies est votée. Cette résolution prévoit le recours à la force si au 15 janvier, les résolutions antérieures n'ont pas été respectées par l'Irak. Le 12 décembre, dans la perspective de cette échéance, la France renforce l'opération Daguet. 5000 hommes, 2 Mirage 2000 ainsi que 12 Jaguars sont envoyés en renfort dans le Golfe. Al-Assad se prépare à l'échéance du 15. Les hommes s'activent pour renforcer les moyens de protection et assurer une disponibilité totale du matériel. Les missions d'entraînement sont de plus en plus fréquentes. La base s'est considérablement transformée depuis le 3 octobre. Des travaux gigantesques ont été accomplis. La création d'un taxiway pouvant servir de deuxième piste, un immense parking au sud et l'agrandissement de la zone vie. Enfin, cette base qui, 3 mois auparavant, voyait se poser les premiers avions français, compte à présent 40 avions de combat, 2 hélicoptères Puma et un C-160 Transal de guerre électronique. Au total, plus de 1100 personnes. Pour la protection de la base, la couverture aérienne est assurée par un radar Aladin installé à l'extérieur sur une colline à environ 3 km au nord. Deux unités d'acquisition et 4 unités de tir Crotale, 8 bitubes de 20 mm et 10 affûts solaires très courte portée Mistral assurent la défense aérienne. À quelques dizaines de kilomètres de la base, dans une ferme, a été installé le centre Z, le centre de décontamination du personnel. Ici, nuit et jour, on s'entraîne dans l'éventualité d'attaques chimiques au déshabillage du personnel valide ou blessé. Sur ce même site, à l'intérieur d'une villa, a été installé un hôpital de campagne pour les interventions chirurgicales de première urgence. Une deuxième zone vie a été installée avec bloc sanitaire. Ici, chacun se crée son petit confort avec les moyens du bord. Seule ombre au tableau, les communications téléphoniques. Une seule ligne pour plus de 1100 personnes. Les files d'attente s'allongent de jour en jour. Chacun essaie de rassurer ses proches. La vie continue, le moral est bon. L'intendance suit le service de restauration, fait de très gros efforts. Au menu du 15 par exemple, magret de canard accompagné du traditionnel cru local, un château lapon. Sur un tableau d'affichage, les aviateurs peuvent suivre l'actualité. À quelques pas, la salle de télévision et le foyer sont des lieux de détente appréciés de tous.
En alerte 24 heures sur 24, 2 hélicoptères Puma SAR ont pour mission la recherche d'équipages en détresse et leur récupération par posée ou bien par hélitreuillage. Sur l'aéroport international du roi Khaled à Riyad, l'activité logistique n'a cessé de s'intensifier. Dans l'immense bâtiment de béton et de verre, Français, Anglais et Américains cohabitent, mais chacun a pris ses quartiers dans une zone différente de l'aéroport. Les hommes assurent la permanence sur ce qui est devenu une véritable base aérienne. Ce dispositif comprend notamment le détachement du COTAM, chargé des liaisons intérieures et des vols transit, ainsi que celui des FAS pour le ravitaillement en vol sur le théâtre d'opération. L'armée de l'air française campe au Terminal 4, une aérogare géante, encore inachevée. À terre, les hommes déchargent inlassablement les centaines de tonnes de matériel indispensables à la bonne marche de l'opération Daguet. Certaines sont encore restées dans le sud de l'Euphrate. Ciel dégagé donc sur la zone de Riyad. Sur les 2 pistes de 4200 mètres, les avions du COTAM et les C-135 FR des FAS décollent et atterrissent sans interruption. Dernière relève de personnel avant le début des hostilités. Pour ceux qui partent, c'est le soulagement. Sous la tente briefing, les pilotes effectuent les dernières mises au point. Procédure à suivre en mission, rappel sur l'armement adverse et les éventuels mouvements de troupes. Ils considèrent qu'au bout de quelques jours, si les Irakiens font pareil, évidemment ça risque de poser des problèmes. À ce moment-là, ils adopteront d'autres systèmes d'identification. 150 commandos de l'air sont chargés de la protection de la base et des sites environnants. Nuit et jour, ils scrutent l'horizon, écoutent et contrôlent les moindres mouvements. D'attaque missile. Rejoindre l'abri le plus proche. Mettre le masque. Mettre la C3P. 17 janvier, minuit 30. L'opération Tempête du désert est déclenchée. Sur le parking Jaguar, les armuriers s'activent. La première mission de guerre est programmée pour 5h30. 6 Jaguars doivent être équipés de bombes freinées de 250 kg et 6 autres de bombes lance-grenades Beluga. Chacun connaît son rôle, chacun sait ce qu'il doit faire. Maintes fois, ils ont répété ces gestes, mais aujourd'hui, ils n'ont pas le droit à l'erreur. L'entraînement est devenu réalité, chaque geste doit être précis et rapide.
Aux opérations, c'est l'attente. Chez les pilotes de F1CR, c'est un peu la frustration de se voir contraint à rester cloué au sol. L'adversaire a les mêmes appareils. Les pilotes et les mécaniciens de Mirage 2000 sont en alerte pour parer à une éventuelle attaque aérienne. Les minutes défilent de plus en plus vite. Le commandant Mention, leader de cette première vague d'assaut, briefe ses pilotes. Et le 94, c'est-à-dire des bombardiers. Pour moi, il est 18 et 12 secondes pour l'instant. 18-15, stop. Alors on va, dans un premier temps, prendre le trajet classique que nous connaissons maintenant. Hein, les différents points, mais bien sûr, cette fois-ci, nous ne contacterons personne. Je resterai à 3000 pieds jusqu'à ce que nous soyons stables vers le but numéro, comment ça s'appelle là. Au PCNBC, on suit l'évolution des vents pour prévenir d'éventuelles retombées chimiques. Le briefing est terminé. Le colonel Ambert, commandant la base, encourage les pilotes avant le combat. Tous les mécaniciens sont là pour soutenir les pilotes des 7e et 11e escadres de chasse. L'objectif, détruire les stocks de missiles Scud, neutraliser la défense solaire et les dispositifs de transmission du terrain d'Al-Jaber, situé au centre du territoire koweïtien. À 5h30, tout le personnel de la base est inquiet. Les 12 Jaguars décollent pour aller traiter leur objectif. À terre, les fusiliers commandos et le personnel de défense solaire redoublent de vigilance. Pas question de se laisser surprendre. L'heure de retour de la mission approche. Chacun scrute l'horizon, chacun espère apercevoir les 12 Jaguars au grand complet. Le premier avion se pose et ouvre son parachute. Le doute s'installe.
On compte les avions, 10 au total, 2 appareils sont manquants. Soudain, l'équipe médicale se précipite vers l'un des Jaguars. Le pilote est blessé. Une balle de Kalachnikov a traversé son casque de part en part. Véritable miraculé, il n'est que légèrement blessé au cuir chevelu. Les 10 Jaguars rentrent au parking. La fatigue se lit sur les visages des pilotes. Un deuxième avion est touché. La balle de Kalachnikov est venue se flanquer sous le siège éjectable, mais le pilote, là aussi, est indemne. Les 2 Jaguars manquants sont endommagés et contraints de se dérouter sur Al-Jubaï, au nord de Daran. Un des appareils est touché au réacteur par un missile SAM-7. Les Mirage 2000 continuent leur mission de surveillance du ciel saoudien sous le contrôle des avions radars AWACS. En moyenne, ces missions durent plus de 4 heures avec 2 ravitaillements en vol. À toute heure, les alertes Scud se succèdent. Pour le personnel, cette première journée de guerre est loin d'être terminée. La mission du lendemain nécessite un changement de configuration. Le raid, comme tous ceux qui suivront, se fera à moyenne altitude. L'objectif sera traité avec des bombes lisses de 250 kg et des missiles à estrange guidés laser. Cet armement d'une extrême précision va constituer l'outil principal du succès des ailes françaises. Le soleil se couche sur Al-Assa, tandis que les avions du Kotam continuent leur rotation. Le calme est revenu sur la base. Cette nuit sera une fois de plus entrecoupée par le hurlement des sirènes annonçant les alertes Scud. À l'aube, les pilotes de cette deuxième mission se dirigent vers leurs appareils. Pour eux aussi, c'est le baptême du feu. Rituel tour d'avion effectué avec le mécanicien et l'armurier pour vérifier que tout est en ordre avant le départ. Pour mener à bien leur mission, les Jaguars sont obligés de se ravitailler en carburant auprès des C-135 FR des FAS,
venus de Riyad. Puis les pilotes doivent se diriger droit sur l'objectif avant de rentrer rapidement à la base de départ. Le chassé-croisé entre les Jaguars rentrant de mission et les Mirage 2000 partant honorer leur créneau de surveillance dans le ciel saoudien oblige à utiliser le taxiway comme deuxième piste. Pas question pour la mécanique de laisser un avion immobile plus de 24 heures. Profitant de leur passage aux messes, les personnels lisent, amusés et émus, les témoignages de sympathie, les lettres et les dessins d'enfants arrivés de toute la France. La mission terminée, chacun raconte son histoire, ses impressions aux mécaniciens qui sont avides de savoir et surtout intéressés par les résultats de tir ramenés par les caméras embarquées. Pour faire voler un avion, faire rouler des véhicules, il faut du kérosène, de l'essence et bien d'autres produits. Les ravitaillements sont mis en place par le service des essences des armées, renforcé par du personnel de l'armée de l'air, désigné dans le cadre du plan Urquhart. Chaque jour, un convoi est formé pour aller à la raffinerie de Dharan afin de maintenir le potentiel de carburant nécessaire à la mission. Les F1CR sont enfin autorisés à participer aux vagues d'assaut menées par les Jaguars. Pour le personnel de la 33e escadre de reconnaissance tenue jusque-là à l'écart des opérations, la nouvelle est accueillie avec joie. Enfin se rendre utile. Tout le monde, bien sûr, met la main à la pâte. Dans leur mission de défense aérienne, les Mirage 2000 prennent des créneaux d'alerte de nuit. Continuellement, une patrouille de 2000 se trouve en vol. Baptême du feu pour les pilotes de F1CR.
Intégrés dans les patrouilles de Jaguar, les F-1CR sont employés dans leur capacité de chasseurs-bombardiers. Atout important du F-1CR, son système de navigation permettant de guider plus efficacement les patrouilles vers leur objectif. Les Jaguars ont effectué en un mois une soixantaine de raids offensifs accompagnés de temps en temps par les Mirage F-1CR. Ils ont tiré le 12 février la 1000e bombe de 250 kg. Participant à la couverture des raids offensifs, des missions de reconnaissance et assurant la protection du ciel saoudien, les Mirage 2000 de la 5e escadre de chasse ont franchi le 18 février le cap des 1000 heures de vol en 366 sorties. Après 38 jours de guerre aérienne, l'offensive aéroterrestre est déclenchée. Mission pour nos appareils, appuyer et faciliter l'avance de la division Daguet. Des bombes à fragmentation de 125 kg et des roquettes de 100 mm équipent les Jaguars. L'offensive aéroterrestre ne va durer que 100 heures. Le 28 février, à 6 heures, le Koweït est libéré. En 43 jours de guerre, notre aviation a effectué 2472 sorties sur zone, dont 1387 missions de guerre.